Pour stationner ici, j'effectue un rangement en bataille, oui réponse A, non réponse B, créneau, oui réponse C, non réponse D. Alors là, c'est un rangement en créneau. Un rangement en bataille, c'est perpendiculaire à la route, comme ici. Donc c'était réponse B et C. Pour aller me garer sur le parking du quai du Prado, je dois me placer dans la voie A, B, on peut voir sur ce panneau de signalisation que pour aller sur le parking qui est ici du quai du Prado, il faut aller tout droit. Donc je vais chercher ma voie et je vois que ici, là, il y a une voie pour aller tout droit ou à droite. Je vais donc prendre la voie B. Réponse B. Je respecte la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me placer dans cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on revient en arrière, on peut voir qu'il y avait un panneau limitation de vitesse de 70 km/h. Maintenant, on revient au moment où on nous pose la question. Et là, si vous regardez l'encadré jaune, on peut voir qu'on est à 74 km/h. Donc, on dépasse la limitation de vitesse qui était de 70 km/h. Est-ce que je dois me placer dans cette voie? Alors, si on revient un peu en arrière, là, vous pouvez voir qu'en fait, c'est une voie d'insertion. Les gens arrivent de la droite. Cette voie-là n'est pas une voie de circulation normale, c'est juste une voie d'insertion. Donc, je reste dans cette voie-là. Du coup, est-ce que je respecte la limitation de vitesse? Non, réponse B, parce que je suis 4 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Est-ce que je dois me placer dans cette voie? Non, réponse D, je dois rester dans la voie où je suis actuellement. À la prochaine intersection, je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux franchir l'intersection sans danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, ce panneau nous annonce bien que nous serons prioritaires à la prochaine intersection. D'ailleurs, c'est uniquement la prochaine, hein. Ne pas confondre avec le panneau route à caractère prioritaire qui est celui-ci. Mais c'est pas parce que je suis prioritaire à la prochaine intersection que je peux passer sans danger. Il peut toujours y avoir un risque d'un véhicule qui ne m'a pas vu arriver ou qui pense avoir le temps de s'engager ou qui volontairement décide de nous passer devant le nez parce qu'il est pressé ou qu'il n'est pas prudent. Donc, est-ce que je bénéficie de la priorité de passage? Oui, réponse A. Est-ce que je peux la franchir sans danger? On a bien dit sans danger. Non, réponse D. Donc A et D. Je bénéficie de la priorité de passage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Là, il suffit de regarder ce panneau-là. Donc, c'est un panneau d'interdiction. Dans notre sens de circulation, la flèche est rouge. Je ne suis pas prioritaire puisque j'ai la flèche rouge. C'était réponse B. Le nouveau format de permis de conduire, carte de crédit, est valable 5 ans, réponse A, 15 ans, réponse B, de façon illimitée, réponse C.
Donc cette carte de permis de conduire est valable 15 ans. Donc c'était réponse B. Après, il faudra faire les démarches pour renouveler. Cette voiture a le droit de s'arrêter à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle gêne le conducteur de bus et le met en retard. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, en fait, c'est un bus, hein, on vous le dit dans la question, et on voit les zébras jaunes. Donc c'est un arrêt de bus. On confirme aussi, on le voit aussi avec ce panneau-là, avec les horaires. Et on voit sur cet arrêt de bus et la voie qui est réservée un peu plus loin, qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée dessus pour, on suppose, déposer un passager ou prendre un passager, et elle n'a pas le droit de le faire. Et pourquoi elle n'a pas le droit? Parce qu'elle va justement gêner le conducteur de bus qui ne peut plus s'arrêter correctement à son arrêt, et elle va mettre en retard le chauffeur de bus aussi. Donc, c'était réponse B et C. Il y a du vent, j'en tiens compte pour dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, s'il y a du vent, le cycliste risque de faire des écarts de direction pour rattraper le vent qu'il pousse d'un côté ou de l'autre. Donc, il est possible qu'il se retrouve un peu plus au milieu de la route. C'est pour ça qu'il faut bien en tenir compte et justement faire plus que la distance qui est demandée. Si c'est minimum 1,50 m, si possible, je vais essayer de faire plus que 1,50 m. Et s'il y a vraiment trop de vent et que je n'ai pas la largeur nécessaire pour pouvoir le dépasser, peut-être que je déciderai de le faire à un endroit où c'est plus adapté à cause du vent justement. Donc là, c'était réponse A. Ce panneau interdit dans 1600 mètres la circulation aux véhicules transportant des matières explosives. Réponse A. Des matières dangereuses. Réponse B. Des matières polluantes. Réponse C. Alors, il ne faut pas confondre ces trois panneaux-là. Celui-ci, ça interdit la circulation aux matières explosives. Celui-ci interdit la circulation aux matières polluantes et donc celui-ci aux matières dangereuses. Donc c'était réponse B. Dans cette situation, ce véhicule bénéficie de la priorité de passage, réponse A, d'une facilité de passage seulement, réponse B. Donc on a entendu la sirène à deux tons. Quand c'est deux tons, c'est un véhicule qui est prioritaire. Quand c'est trois tons, c'est une ambulance qui n'est pas prioritaire, on doit lui faciliter le passage. Comme elle veut tourner, moi, je vais donc lui laisser la priorité de passage. Évidemment, hein, elle a le droit de le faire à condition qu'elle mette en danger personne. Mais je l'ai vue au loin, je l'ai entendue au loin, c'est à moi d'anticiper et de pouvoir la laisser passer. En plus, je ne me mets pas en danger par rapport à derrière, puisque les véhicules sont assez loin. Donc ce véhicule-là bénéficie de la priorité de passage puisqu'il y a deux tons. Donc c'était réponse A. J'ai terminé mon dépassement, je peux me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On
on voit un marquage au sol ici, c'est la ligne de dissuasion de sortie. C'est-à-dire que là, vous avez vu, nous sommes sur un axe rapide, nous ne sommes pas sur l'autoroute puisque les panneaux, là, ne sont pas bleus, hein, mais nous sommes sur un axe rapide. Les pointillés sont resserrés, donc c'était égal à une ligne de dissuasion de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le droit de dépasser à ce niveau-là, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, on n'a pas le droit de se rabattre pour sortir directement. On peut se rabattre parce qu'on a fini un dépassement et continuer toujours sur l'axe rapide, mais on ne peut pas passer brutalement de la voie de gauche à la sortie, ça c'est interdit. Ce qui n'est pas mon cas, je ne prends pas la sortie, j'ai juste terminé mon dépassement. Donc dans ce cas-là, j'ai le droit de franchir la ligne de dissuasion, c'était un petit piège ça. Donc la réponse c'était A, je peux me rabattre. Une conduite souple réduit la consommation de carburant, réponse A. La tension du conducteur, réponse B. Les nuisances sonores, réponse C. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conduite souple? Une conduite souple, c'est ne pas trop accélérer, ne pas freiner brutalement. Donc, c'est plutôt avoir des changements d'allure qui sont plus doux. Donc, le fait de moins accélérer, d'accélérer moins fort, de monter moins dans les tours, évidemment, on consommera moins de carburant. Une conduite souple, ça demande malgré tout quand même de l'attention pour le conducteur, parce qu'il doit anticiper plus ce qui se passe, parce qu'il va pas accélérer s'il voit que au loin il y a un danger qui risque d'arriver, ou s'il voit que le feu risque de passer orange, d'accord? Donc il va analyser un peu plus la situation. Pareil, il freinera moins fort parce qu'il aura anticipé plus, donc ça lui demande plus d'attention. Par contre, ça provoque moins de nuisances sonores, en effet, puisqu'on accélère moins fort, donc le moteur fait moins de bruit. Quel est le meilleur comportement? Je reste dans cette voie, réponse A. Je change de voie, réponse B. Alors, il y a un véhicule qui est dans une voie d'insertion, d'accord? Donc, elle va accélérer pour pouvoir s'insérer. L'idéal, ça serait pouvoir lui faciliter le passage, par courtoisie, on est bien d'accord. Donc, de pouvoir s'écarter. Mais là, le problème, c'est que on est en double sens de circulation. Vous avez une bande blanche ici, pour vous séparer de l'axe en face. Donc on voit même le panneau qui est à l'envers, là, hein, c'est un indice supplémentaire. Donc on est en double sens de circulation, ce qui veut dire que je peux vraiment pas m'écarter pour le laisser s'insérer. Donc là, je reste dans cette voie. Réponse A. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Alors, on constate que on rentre en agglomération, on le voit avec le panneau d'entrée d'agglomération. Donc, en agglomération, il va falloir regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Alors, la règle, c'est en feu de position, on a le droit de les mettre seulement en agglomération éclairée. Est-ce que là, on voit de l'éclairage? Non, pas du tout. Donc, je ne peux pas mettre mes feux de position uniquement, ce n'est pas possible. Ensuite, les feux de croisement, ça sera si on ne peut pas mettre les feux de route. Alors, la règle pour les feux de route, c'est qu'il ne faut qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça peu importe. Ce qu'on va regarder, le critère de sélection, c'est l'éclairage. Donc, s'il n'y a pas d'éclairage, de lampadaire allumé, évidemment qu'il n'y ait personne en face, hein, mais s'il n'y a pas de lampadaire allumé, dans ce cas-là, je dois, et j'insiste bien sur le je dois mettre mes feux de route. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de mettre mes feux de route. Donc les feux de croisement, c'est pas possible non plus. Ce qui fait que c'est réponse C. Avant de conduire mon véhicule, je dois obligatoirement avoir un triangle de présignalisation, réponse A, au moins un gilet rétro-réfléchissant,
réponse B. Un gilet rétro-réfléchissant par personne, réponse C. Une boîte d'ampoule, réponse D. Donc, les accessoires obligatoires, ça c'est à savoir par cœur aussi, donc si vous avez fait une erreur, vous faites une petite fiche. C'est un triangle de présignalisation, obligatoire à avoir dans la voiture, et un gilet haute visibilité. Il faut, le minimum, c'est d'en avoir pour le conducteur, et il doit être à portée du conducteur, d'accord ? La boîte d'ampoule, elle, n'est pas obligatoire. Même si vous avez une ampoule qui est défectueuse, c'est-à-dire qui fonctionne plus, le conducteur, lui, a l'obligation de remplacer, d'accord, pour continuer à circuler. Mais c'est bizarre, vous avez obligation de la remplacer, mais vous n'avez pas obligation d'avoir une boîte d'ampoule dans votre voiture. Là, c'est toujours la petite chose qui est un petit peu bizarre. Le gilet réfléchissant, en France, il n'y en a besoin que de un obligatoirement, mais je vous conseille d'en avoir plusieurs. Attention, dans d'autres pays d'Europe, et bien des fois il en faut un par passager, donc faites attention à ça, ou des fois il en faut deux, ça dépend des pays. Donc là-dessus il faut vous renseigner si vous allez à l'étranger. Par contre en France, bah là c'était le triangle, réponse A, et le gilet, réponse B, donc A et B. La consommation de carburant augmente avec une conduite dynamique, oui, réponse A, non, réponse B. Un sous-gonflage des pneus, oui, réponse C, non, réponse D. Donc plus vous aurez une conduite dynamique, plus vous allez pousser vos rapports, donc là ça provoque une surconsommation, plus vous allez accélérer inutilement, alors qu'il y a un obstacle vers l'avant, vous accélérez quand même, donc là ça provoque évidemment une consommation de carburant plus importante. Ensuite, le sous-gonflage des pneus aussi, c'est comme si quand vous faites du vélo avec des pneus qui sont sous-gonflés, voire crevés, vous avez remarqué que c'était beaucoup plus difficile de faire avancer votre vélo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance au sol. Donc là, c'est pareil, la voiture va faire plus d'efforts, donc elle va consommer plus. Donc c'était réponse A et C. Le GPS participe à l'éco-conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le GPS, lui, il permet quoi ? De prévoir à l'avance son trajet, d'accord ? On peut même sélectionner le trajet, vous savez, le plus adapté en fonction du trafic aussi, par exemple. Et il est même possible sur les GPS de choisir une option pour avoir un trajet plus économique. Donc en fonction des trafics et des types de routes. Et puis, même s'il peut quand même nous perturber un petit peu notre attention quand on cherche, quand on regarde sur l'écran, ceci dit, il nous aide dans notre trajet. Donc on sait à l'avance où on va aller. Donc on va éviter des freinages inutiles. On va éviter des accélérations inutiles si on sait que dans 200 mètres, il faudra par exemple tourner. Donc il participe quand même à l'éco-conduite. Donc réponse A. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, je circule sur une chaussée à sens unique. On voit la rambarde de sécurité, on voit la ligne continue ici, d'accord, et manifestement, j'ai 2 voies pour moi. Donc, la signalisation autorise bien le dépassement, d'accord ? Donc là, c'était oui, réponse A. Est-ce que je dépasse ?
Eh bien, non. Pourquoi? Parce que là, c'est un chasse-neige. Vous avez vu, il chasse la neige, là. Il a le gyrophare d'allumé, donc ça veut dire qu'il est en action. Et donc, quand il y a un chasse-neige qui circule, le dépassement est interdit. Pour des raisons de sécurité, hein, c'est interdit. Donc, est-ce que je dépasse? Non. Réponse D. Donc, A et D. Le chauffeur de ce camion peut me voir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on revient en arrière, on peut s'apercevoir que ici ni là, jamais une seule fois on voit ses rétroviseurs. Donc, si on ne voit pas ses rétroviseurs, eh bien, lui non plus ne verra pas notre véhicule, parce qu'il le voit que par le biais des rétroviseurs. Ça veut dire que là, en fait, je suis trop près, finalement, par rapport à ce véhicule-là. Je dois prendre plus de distance pour qu'il puisse me voir un peu mieux que ça. Donc, le chauffeur de ce camion peut me voir. Non, réponse B. Alerter les secours, c'est préciser. Le lieu de l'accident? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de victimes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est bien en effet de préciser le lieu de l'accident, si c'est une nationale ou une départementale, s'il y a plusieurs voies ou pas, par exemple, le sens de circulation aussi peut être important. Ensuite, par rapport aux victimes, bien, c'est bien de faire le tour de l'ensemble des véhicules accidentés, de tous les véhicules, pour faire le point. Quand vous allez appeler, on va vous demander le nombre de victimes. C'est important, S'il n'y a qu'une victime ou s'il y a 15 victimes, il ne faudra pas le même nombre de véhicules pour intervenir. Donc une fois que vous avez pris toutes ces informations-là, vous pouvez donc alerter les secours. Donc vous avez vu, le nombre de victimes fait partie des choses à donner en information. Donc là, c'était réponse A et C. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de pic de pollution, oui, on va baisser les vitesses. Vous avez vu, il y en a plusieurs dans l'année, et malheureusement, je pense qu'à cause du réchauffement climatique, on va être de plus en plus sensible aux pics de pollution, à cause des chaleurs aussi, et donc il va falloir réduire notre vitesse à ces moments-là. Donc oui, c'était réponse A, oui. J'active la sécurité enfant lorsque des adultes voyagent à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des enfants voyagent à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces petites commandes là que vous avez souvent sur le montant de la portière ou au centre de véhicule, mais ça peut aussi être au niveau du montant de la portière arrière, un petit bouton à enclencher, ça dépend des véhicules. Alors, à quoi ça sert? Ça évite à la personne qui est derrière, donc en règle générale les enfants, ça évite à la personne de derrière, même si elle essaie de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière ne s'ouvrira pas. On ne pourra ouvrir cette portière arrière que de l'extérieur. Le conducteur devra descendre de sa voiture pour aller ouvrir la portière arrière. Ça, c'est une sécurité pour pas que les enfants descendent en roulant,
Et puis ça évite aussi qu'il ouvre, au moment où vous arrêtez votre voiture, qu'il ouvre la portière, et souvent les enfants ça regarde pas, hein, s'il y a une autre voiture qui arrive sur la route, ils ouvrent la portière alors qu'il y a déjà une voiture qui arrive sur le côté. Donc c'était réponse B et C, parce que c'est fait pour les enfants. Avant de sortir du véhicule, je contrôle le rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Extérieur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors souvent vous mettez que l'extérieur est important, des fois vous avez tendance à oublier l'intérieur. C'est important aussi, hein. Je vous explique pourquoi. Allez, vous êtes sur la route, là, hop, vous êtes stationné ici, ok. Et puis il peut y avoir une intersection là, voilà. Alors, si vous regardez uniquement le rétroviseur, vous allez avoir une vision là, ici, sur ce qui se passe. Mais s'il y a une voiture qui est là, et qui a déjà mis son clignotant et qui commence à vouloir quitter son stationnement. Si vous ne regardez que le rétroviseur, vous ne verrez pas la voiture qui a l'intention de se déporter aussi. Pareil, s'il y a une voiture qui vient d'ici, là, et qui tourne pour s'engager, est-ce que vous la verrez dans le rétro gauche? Non, vous la verrez pas. D'accord? Donc pensez aussi que le rétro intérieur est important aussi. Donc rétro intérieur et extérieur. C'était réponse A et C. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va déjà regarder si on a une interdiction de circuler dans cette voie-là, pour savoir si on circule dans la bonne voie. Ici, vous avez un panneau d'interdiction de stationner, donc là, ça ne nous concerne pas puisqu'on circule. Ensuite, là, vous avez des zébras jaunes. Les zébras jaunes, ça veut dire qu'il y a un arrêt de bus à ce niveau-là. J'ai le droit de circuler dessus. Là, je n'ai pas le droit de m'arrêter et stationner dessus. Ensuite, est-ce que j'aurais pu prendre la voie de gauche? Eh bien, la règle dit que en marche normale, je dois rouler sur la voie la plus à droite. Donc ici, je suis bien dans la bonne voie. Donc c'était réponse A. Certains médicaments délivrés sans ordonnance peuvent augmenter le risque de s'endormir au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmenter le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, dans les médicaments, même s'ils sont sans ordonnance, il peut y avoir des principes actifs qui agissent sur l'organisme. Je pense par exemple aux médicaments qui sont faits pour les rhumes. Ça va provoquer un peu des effets de somnolence, même ceux sans ordonnance, hein, d'accord? Donc, est-ce que ça va augmenter le risque de s'endormir au volant? Oui, ça risque d'augmenter le risque, en effet. Est-ce que ça va augmenter le temps de réaction? Oui, ça va aussi me mettre moins réactif. Donc, c'était réponse A et C. Cette conductrice a une bonne position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour être bien installé au poste de conduite, il ne faut pas avoir les jambes trop tendues, ni trop pliées, ni les bras tendus, ni trop pliés non plus. Donc ils doivent être légèrement fléchis comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Les bras sont vraiment tendus. Vous avez vu d'ailleurs, la paume de main ne touche même pas le volant, n'arrive même pas à accrocher le volant correctement. Donc là, le dossier est vraiment trop incliné vers l'arrière.
il faudrait redresser le dossier pour pouvoir quand même avoir une position correcte au niveau des bras et de pouvoir tenir correctement le volant. Donc là, c'était réponse B. Je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, on était à un feu vert, je vais vous la remettre. On est, hop, le feu passe vert, donc lui aussi est au vert. Donc on va commencer à avancer. Moi je continue tout droit dans ma voie et lui traverse l'axe. Et vous avez vu, il s'est mis à accélérer et il arrive rapidement. Alors est-ce que je suis prioritaire? Eh bien oui, puisque moi j'ai le feu vert et que je continue tout droit. Puisqu'on me dit rien, c'est que je continue tout droit. Dans le code de la route ou le jour où vous passez votre examen, si on vous dit rien, c'est que vous continuez tout droit ou la route principale. Donc moi je vais tout droit, je suis donc prioritaire. Lui quand il va tourner, je viens de sa droite, donc il doit me laisser passer. Il est en train de traverser ma voie, donc il n'est pas prioritaire. Donc est-ce que je suis prioritaire? Oui, réponse A. Est-ce que je passe? Bah là, on vient de voir qu'il arrivait comme une brute, comme une balle à l'intersection. À mon avis, il a l'intention de nous passer devant. On ne sait pas en fait finalement. Donc, vu la vitesse qu'il a, s'il a besoin de s'arrêter, il va finir par s'arrêter au milieu de l'intersection, alors que moi je roule bien plus lentement. Donc par sécurité, c'est pas parce que je suis prioritaire que je dois forcer le passage au risque d'avoir un accident. Donc là, je vais être raisonnable et je vais le laisser passer parce que sinon on va arriver à l'accident. Donc là, c'était réponse A et D. Quel témoin sur le tableau de bord impose un arrêt immédiat? A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors, qui dit arrêt immédiat dit qu'il y a une urgence, forcément. Le témoin orange, ça informe le conducteur d'un élément important, mais c'est pas une urgence, c'est pas dangereux. Donc le témoin A, ce sont les feux de brouillard arrière, donc c'est important de savoir qu'on les a mis parce qu'on peut gêner ceux de derrière. Et le C, ça informe que les plaquettes commencent à être usées. Le B indique que les feux de détresse sont en fonctionnement, même s'il est rouge par contre, ça n'impose pas l'arrêt. Le D, là, ça nous informe qu'il y a un problème dans le freinage. Donc là, il faut s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'était réponse D. La vitesse est limitée à 110 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 80 km/h, réponse D. Alors on peut voir qu'on a 3 voies de circulation. Il y en a 2 pour nous dans ce sens de circulation, donc il y en a une voie ici et une voie là. Ensuite, on a une ligne continue qui nous sépare de ceux d'en face avec le sens de circulation qui est ici. Là, vous devez le connaître par cœur quand vous avez 2 voies pour vous et une dans l'autre sens comme ça. C'est pas séparé par un terre-plein central, c'est uniquement une ligne continue. La limitation de vitesse est à 90 km/h. D'accord? Ça, c'est à retenir, à savoir par cœur. Donc, c'était réponse C. Je démarre. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pour savoir si on démarre, on observe là le tableau de bord et on voit tout de suite le voyant rouge là qui nous informe qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Donc je ne peux pas démarrer avant que ce voyant soit éteint, c'est-à-dire que tout le monde ait mis ses ceintures de sécurité. Réponse B. Mes passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi, si. Je risque une amende pour le passager de 18 ans, réponse A. Une amende pour le passager de 17 ans, réponse B. Un retrait de points, réponse C. Un retrait de permis, réponse D. En tant que conducteur, je suis responsable de tous mes faits et gestes, mais aussi de ce que font les mineurs dans la voiture. Donc, je n'aurai pas d'amende pour le passager de 18 ans, c'est lui qui aura l'amende, parce qu'il est majeur. Par contre, j'aurai une amende pour le passager de 17 ans, puisqu'il n'a pas mis sa ceinture. Concernant le retrait de points et le retrait de permis, je n'en aurai pas, parce que là, il n'y aura de retrait de points ou de permis que si c'est moi qui fais l'infraction. Et là, c'est pas le cas, c'est mon passager. Donc, la réponse est B. Par rapport à une voiture, la capacité de freinage du tramway est plus efficace, réponse A, identique, réponse B, moins efficace, réponse C. Il faut savoir quand même qu'un tramway, ça peut faire à peu près 40 tonnes à vide et 60 tonnes quand il est plein. Donc à peu près 300 personnes. Donc c'est énorme. Donc forcément, c'est beaucoup moins efficace qu'une voiture. Pour vous donner une petite idée, quand il roule à 50 km/h, il peut mettre entre 50 et 70 mètres de freinage, approximativement, puisque ça va dépendre du poids et de savoir si c'est mouillé au sol. Mais pour vous dire que c'est énorme. Donc c'était beaucoup moins efficace même, hein. Donc c'est moins efficace, réponse C. En franchissant cette ligne continue, je risque une amende forfaitaire de 135 €, réponse A, une suspension de mon permis de conduire, réponse B, un retrait de 3 points sur mon permis de conduire, réponse C, un retrait de 6 points sur mon permis de conduire, réponse D. Donc en franchissant cette ligne continue, vous risquez une amende forfaitaire de 135 €, un retrait de points de 3 points sur votre permis de conduire, mais aussi une suspension, d'accord, pour une durée maximale de 3 ans. Donc là, c'était réponse A, B, C. Le risque le plus important est dans la zone A, B, C, D. Alors, ici, le risque le plus important, et ce qui est en mouvement là, hein, là, tout ça, ça reste fixe. Là, la route, on a le temps de voir arriver, hein, on va arriver au céder le passage, on observera de chaque côté. Donc là, par contre, le cycliste, il n'a pas de pied au sol, il ne me regarde pas, donc il va s'engager. Il est en mouvement, donc ça va arriver très très vite. Donc le risque le plus important de tous, là, c'est le D. Je suis autorisé à conduire une voiture si mon champ visuel horizontal binoculaire est de 100 degrés, réponse A, 120 degrés, réponse B, 150 degrés, réponse C, 180 degrés, réponse D.
Alors, le champ visuel, c'est la zone d'espace, la portion d'espace que voit un œil en regardant devant lui immobile. La vision binoculaire, elle, c'est la vision dans laquelle les deux yeux, là on parle des deux yeux, est utilisée en même temps. Le fait de voir avec les deux yeux, ça a un avantage quand même, c'est que ça donne un champ visuel plus large. Par exemple, un humain, au maximum, a un champ visuel de 180 degrés environ avec les deux yeux. Pour pouvoir conduire un véhicule automobile, mon champ visuel horizontal binoculaire doit être égal au minimum, ça c'est la loi, à 120 degrés. Donc ce qui veut dire que c'est le minimum. Donc si moi j'ai une vision à 150 degrés, je peux aussi conduire, et 180 degrés, c'est impeccable, d'accord? Mais le minimum, c'est 120 degrés. Mais là, ici, on vous demande pas si c'est le minimum. On vous demande, je suis autorisé à conduire une voiture si mon champ visuel est 2. Donc 120 c'est le minimum, donc réponse B, 150 c'est toujours ok, 180 degrés c'est bon aussi, donc B, C et D. Pour dépasser ce piéton, je respecte un intervalle de 2 mètres, réponse A, 1 mètre 50, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0,50 mètres, réponse D. Alors sur cette photo, il n'y a pas de doute possible, nous sommes en agglomération. Donc la règle en agglomération est d'avoir un intervalle de minimum 1 mètre entre moi et un piéton. Donc là, c'était réponse C. Le permis AM est accessible dès l'âge de 14 ans, réponse A, 15 ans, réponse B, 16 ans, réponse C. Il est obligatoire pour conduire un scooter de 50 cm3 ou une voiturette avec une vitesse maximale de 45 km/h et une puissance maximum de 6 kWh. Et évidemment un cylindrée aussi maxi de 50 cm3 aussi. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Ensuite, c'est accessible dès l'âge de 14 ans si vous êtes né à partir de 88 ou après. Donc là, c'était réponse A. J'ai fait le plein du réservoir de mon véhicule diesel avec de l'essence. Je peux circuler à vitesse réduite jusqu'à un garage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le fait de confondre gasoil et essence quand vous faites le plein, ça peut être dramatique. Donc si vous vous en rendez compte au moment où vous roulez, vous éteignez tout de suite le moteur le plus rapidement possible. Ensuite, si vous constatez l'erreur alors que la voiture elle est encore arrêtée au niveau de la pompe, c'est-à-dire que vous n'avez pas redémarré encore, et bien surtout il est important de ne pas redémarrer le moteur. Vous poussez la voiture afin de libérer quand même la pompe pour pas bloquer la station essence, et ensuite vous pouvez faire part de votre problème au personnel parce qu'il y a des fois il y a certaines stations qui sont équipées pour faire des vidanges. Bon, ça reste assez rare, mais ça arrive quand même. Ensuite, si rien ne peut être fait en station, et dans ce cas-là, il faut contacter votre assurance automobile et elle vous envoie un service d'assistance pour venir récupérer votre voiture et ensuite faire une vidange. Alors, quels sont les signes qui doivent vous alerter si vous circulez et que vous n'en êtes pas rendu compte tout de suite? C'est que ça fait des bruits violents, un peu de hoquet et des cliquetis quand vous circulez avec votre voiture. Ça fait des bruits anormaux. Alors quels sont les risques? Ça endommage le moteur et surtout la pompe à injection. Donc là, c'était réponse B. Les piétons représentent environ 15% des tués sur la route. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Et oui, les piétons tous les ans représentent entre 15 et 16% des tués sur la route. Ça fait quand même beaucoup, hein, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Pour plus de confort, je peux enlever l'appui-tête de mon siège avant de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors à quoi ça sert l'appui-tête? Ça sert principalement à éviter le coup du lapin. Vous savez, la tête qui part en arrière. Parce que là, vous pouvez terminer paralysé si vous n'avez pas votre appui-tête. Donc il est important de le mettre, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc là, c'était réponse B. Je n'enlève pas mon appui-tête. Réponse B.